Tout d'abord, merci pour l'accueil. En fait, je réalise que c'est la première fois en fait, que je parle de mon travail dans un contexte en France. Parce que j'ai été invité un peu partout, mais pas encore ici. Donc c'est un plaisir de pouvoir déjà m'exprimer en français. Parce que généralement, vous allez voir, en fait, toute la plateforme que j'ai créée est en anglais. Donc voilà, donc ça va être une première pour moi à ce niveau-là. En sachant que je suis architecte, mais je ne vais pas du tout vous parler d'architecture. En fait, moi, mon travail d'architecte est à une genèse, il est vraiment tout récent. J'ai commencé mon travail dans un milieu rural il y a à peu près 1 an, en sachant que du coup, ma philosophie en tant qu'architecte est vraiment qu'elle soit indissociable de ce qu'est en fait l'architecture rurale. Ce qui pourrait être aujourd'hui vu comme de l'architecture vernaculaire. Voilà. Donc en fait, vous montrer mon travail sera un peu contre-productif à ce que je souhaite faire en fait au quotidien en tant qu'architecte. Donc aujourd'hui, plutôt ce que je vais faire, c'est vraiment me concentrer sur la partie d'édition que je fais à côté. Donc je souhaite préciser vraiment que c'est un travail d'amateur. S'il y a un aspect professionnel, c'est purement vraiment par accident. Voilà. C'est vraiment un travail que je fais de côté, le soir, le week-end ou le matin quand je me réveille. Mais ce n'est pas rémunérateur du tout. C'est vraiment une passion que je fais à côté de l'architecture. C'est de même aussi pour la cartographie, qui est un travail en fait que j'ai découvert à côté. Je suis tombé dans les logiciels en fait à l'école et je suis jamais réussi en fait à m'en sortir. Donc pour vous présenter rapidement, du coup, je vais peut-être commencer par le site parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand je suis invité, je suis surtout invité pour Atlas, donc les gens connaissent déjà un peu le site. Donc du coup, le but, c'est de venir mettre en fait dans différents types de médias qui ont généralement aucune corrélation directe. Du coup, ça part de la photographie à l'architecture. Au début, en fait, c'était vraiment des travaux académiques en fait d'étudiants. Et puis en plus, ça s'est vraiment ouvert du coup sur des textes aussi qui m'intéressaient énormément, que j'avais vraiment une envie en fait de rassembler les lectures que je faisais à côté aussi pour mettre en parallèle avec l'architecture. Parce que, pour être tout à fait honnête, en tant qu'étudiant en architecture, j'avais beaucoup de peine, en tout cas de ce que les architectes écrivaient, j'avais beaucoup de peine à mettre ça dans le contexte en fait de ma profession et de ce que je faisais au quotidien. Donc j'ai eu ce besoin d'aller voir ailleurs, dans la littérature un peu plus classique, pour trouver des réponses. Donc voilà, donc en fait le site, bon ça c'est la page d'accueil, vous avez du coup de l'académique, de l'architecture, de la cartographie également. Donc ça c'est un sujet qui me passionne, où en fait je vais moi dans les archives qui sont disponibles. Donc j'ai commencé en fait, j'étais assistant académique aussi à l'école polytechnique à Zurich, et j'ai eu en fait là-bas accès à des données qui étaient monumentales. J'avais jamais vu ça. Où ils ont fait également un effort aussi de rendre toutes ces données publiques. Donc ils ont scanné l'ensemble, donc c'est très très bien fait. Mais le problème c'est qu'ils avaient un problème de communication. En fait à chaque fois voilà c'est ça, c'est toujours des gens qui sont assez pragmatiques, qui ont de la peine en fait à mettre leurs travaux en avant. Donc l'idée c'était vraiment de reprendre en fait toutes les institutions ce qu'ils faisaient à côté, et de les remettre en fait dans un seul site. Vous avez également du coup du cinéma, des essais, de la peinture, de la photographie, et puis après ce que moi j'appelle du coup de la recherche. Et ce travail-là, par contre, c'est tout ce que je produis moi à l'intérieur. Donc à l'occasion, vous aurez voir, c'est assez large. En fait, j'ai commencé par la cartographie, après je me suis intéressé à de l'ortho-image, qui sont en fait des données de haute résolution qui sont en fait publiquement accessibles. En fait, c'est vos impôts et les miens qui payent pour ces données. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de prendre des données brutes pour les rendre en fait esthétiquement plaisantes, et aussi pour pouvoir comprendre en fait le pouvoir qu'ont ces outils en fait pour le public. D'une part pour l'architecture, mais aussi pour d'autres choses. En fait, ils sont quand même relativement clairs et ils permettent d'exprimer des propos assez facilement. Donc voilà, donc vous allez voir, j'ai également fait moi, des trajets en dehors parce que voilà, par intérêt, je suis aussi également pas mal passionné par l'architecture, on va dire, qui est ni moderne ni contemporaine, mais vraiment classique. Donc j'ai fait pas mal de voyages. Par exemple, si vous avez les châteaux Qatar, où je suis allé moi-même voir ces sites, les explorer, les prendre en photo, pour ensuite les retracer directement à mes lecteurs. Puis j'ai également fait des bouquins. J'ai travaillé avec des universités aussi, donc l'université de Yale, puis des photographes aussi aux États-Unis, justement parce qu'ils avaient ce besoin de cartographier leur voyage, leur parcours, et qui voulaient justement une cartographie qui n'était pas très dogmatique, comme on a souvent l'impression de voir dans les médias. Donc voilà, donc je vous invite à aller regarder ça quand vous avez plus de temps. Du coup, pour expliquer un peu la genèse de ce projet, bon, j'aime toujours mettre ce petit dessin là de Larson. Malheureusement, il est en anglais, mais bon, là, c'est assez traductible. En fait, c'est juste un petit mouton qui sort et dit voilà, aux autres, on n'a pas besoin d'être des moutons. Je trouve ça, bon, c'est relativement simple, mais je trouve ça c'est assez parlant en fait de notre monde actuel, où en fait, on est tellement dans notre monde qu'on a de la peine un peu des fois à prendre un peu de recul sur des gestes qui nous sont tellement quotidiens et parfois un peu anodins, mais chargés de sens.
Et j'ai du coup appelé ça, c'est un lieu n'est pas un problème, une énigme. Et ça, c'est vraiment depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai toujours eu l'impression que on traitait, et ça c'est quelque chose qui est très scolaire, la plupart de nos rapports, toujours comme s'il y avait, en tout cas de ce que j'avais l'impression moi à l'école, que toujours qu'il y avait une problématique qu'il fallait résoudre. Et j'ai souvent l'impression en fait que c'est pas exactement le cas, que c'est plutôt une énigme et qu'il y a un côté un peu, on va dire un peu fun en fait, aller chercher ça et de la curiosité, essayer de résoudre, mais pas forcément avec une seule réponse qui serait absolument dogmatique. Et c'est surtout ça en fait, ce que je cherchais aussi à démontrer avec le projet d'Atlas. Et du coup, je commence souvent en fait par cette citation de "Je sais, je crois, je doute", qui vient en fait d'un petit recueil qui s'appelle Descartes et Pascal, lecteur de Montaigne. Et du coup, on a Descartes qui dit "je sais", on a Pascal qui dit "je crois", et puis du coup Montaigne qui dit "je doute". Et voilà, je trouve que ça résume assez bien les points de vue qu'on a aujourd'hui. Et je suis absolument pas partisan de la troisième, du coup, de "je doute", voilà, qui en fait dicte absolument tous mes gestes que je fais au quotidien. Je vis dans un doute permanent. Et qui me rassure en fait. Voilà. J'aime bien de savoir que tout ce qui est autour de moi ne doit pas forcément avoir une réponse et je trouve ça particulièrement rassurant. Donc du coup, tout ça, c'est aussi ancré un peu dans une recherche du coup pour essayer d'exprimer ça à travers l'art. Et puis du coup, bon voilà, je mets toujours ça aussi au début parce que je trouve que c'est très parlant, très représentatif en fait de ce qu'on devrait nous en tant qu'être humain toujours chercher à faire. C'est voilà, ceci n'est pas une pipe. Bien sûr, ce qu'on voit, c'est une pipe. Et justement, d'essayer de comprendre, en tout cas de déconstruire l'image pour justement arriver à un semblant de réponse. Et ça s'applique également, du coup, très bien à la cartographie, ou en tout cas la vue du haut du territoire. Là où vous avez ici, en fait, une carte qui n'est pas du tout une carte artistique, hein, vraiment une carte, en fait, technocratique, vraiment dans le sens un peu absolu. C'est en fait des ingénieurs qui retraçaient les méandres du Mississippi et qui du coup utilisaient un différent code couleur en fonction des années. Et du coup, on retrouve vraiment ce tracé de différents cours de rivière et il y a ce côté vraiment énigmatique dans cette carte qui est très parlant. Voilà, j'aime beaucoup ça. Je trouve que en même temps, c'est quelqu'un qui ne cherchait pas à faire de l'art et qui l'a fait inconsciemment. Je crois que c'est Deleuze qui disait que le début de l'art se trouve dans le territoire. Et donc là, vraiment, c'est exactement vraiment représentatif de ça. Et puis, alors surtout, l'ensemble aussi du site et l'édition est très entré dans des écrits, alors surtout celui de Roland Barthes. Du coup, j'aime beaucoup lire cette phrase qui dit du coup tout mythe un peu général est effectivement ambigu, parce qu'il représente l'humanité même de ceux qui, n'ayant rien, l'ont emprunté. Donc déchiffrer le Tour de France, le bon vin de France, c'est s'abstraire de ceux qui sont distraits, de ceux qui s'en réchauffent. Le mythologue est condamné à vivre une socialité théorique. Pour lui, être social, c'est, dans le meilleur des cas, être vrai. Sa plus grande socialité réside dans sa plus grande moralité. Sa liaison au monde est d'ordre sarcastique. Voilà. Donc bon, en soi, le livre vaut tout autant que ce passage, mais en tout cas pour moi, c'était vraiment ça, c'était de construire en fait un site qui permettait, en tout cas, d'offrir des outils aux gens pour pouvoir déchiffrer l'ensemble des mythes qui nous entourent. Parce que moi, en tant qu'étudiant, en fait, j'étais vraiment submergé par ça. Déjà par le mythe de l'architecte en soi, qui est une figure qui est quand même assez démiurge et qui est très, on va dire, très pesante en tant qu'étudiante. Étudiant, pardon. Et du coup, l'idée, en tout cas, c'était vraiment de déconstruire l'ensemble de ces mythes qui étaient raccrochés au métier d'architecte. Mais ça, c'est également en fait ancré aussi dans un peu tout l'art en fait qui nous est présenté également au cours de nos études. Et c'est pour ça que j'aime bien également mettre en fait donc, cette peinture de l'allégorie et effet du bon et du mauvais gouvernement, qui est en soi en fait un mythe peint qui permettait justement à l'époque, comme il le faisait dans les églises pour les différentes étapes en fait de la Bible, de permettre aux gens justement de comprendre en fait ces éléments-là de manière très simple, voilà, de pictoral, de représenter ces éléments. Donc, comme quoi le mythe est quelque chose qui a toujours été plus ou moins là, et la capacité en fait de pouvoir le déconstruire est quelque chose qui est absolument, on va dire, pour moi, c'est d'une importance absolument primordiale en fait dans notre rapport avec ce qui nous entoure. Et puis également, du coup, alors, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, ça dure un peu quand même une éternité, mais l'abécédaire de Gilles Deleuze a le mérite justement de déconstruire énormément de ses idées. Et je me sers surtout d'une qui a un contact plus ou moins direct avec ce que je fais, mais qui touche, bon, en tout cas à ce niveau-là, sur la question de qu'est-ce qu'est d'être de gauche. Alors je vais vous lire, du coup, il dit, c'est d'abord une affaire de perception. Ne pas être de gauche, c'est quoi ? Ne pas être de gauche, c'est un peu comme une adresse postale, partir de soi. Et être de gauche, c'est l'inverse, c'est percevoir. On dit que les Japonais ne perçoivent pas comme nous, ils perçoivent d'abord le pourtour,
Alors il dirait le monde, l'Europe, la France, la rue de Bizerte, où il habitait, moi. C'est un phénomène de perception. On perçoit d'abord l'horizon, on perçoit à l'horizon. Et c'est vraiment ça en fait que je cherche en tout cas à traduire aussi également à travers l'édition, c'est de d'abord comprendre en fait ce qui peut se passer à une échelle globale, qui peut nous paraître totalement en fait anodin sur notre quotidien, mais pourtant, en tout cas dans le monde dans lequel on habite, une importance absolument cruciale. Et puis j'aime bien utiliser également cet exemple donc, du coup d'une peinture de Gustave Courbet, de l'homme blessé, du coup qui date de 1844-54 et dont en fait je crois que c'est des scientifiques américains en fait mais ça a été fait un peu partout, ils sont amusés en fait à scanner ces peintures et ce qu'ils ont réalisé c'est qu'en fait donc cet objet qui pour nous avait une valeur vraiment en tout cas une histoire qui était absolue, on avait peu de doutes sur ce que cette image cherchait à nous raconter. En fait ils ont réalisé qu'au début le peintre avait peint une scène d'amour, donc en fait ils avaient peint en fait un homme sous un arbre avec sa dulcinée. Et donc pas du tout cette image tragique qu'on a en fait dans la première peinture. Donc il y a vraiment aussi ce rapport à l'histoire qui est en tout cas pour moi, qui a, depuis le plus jeune âge, a été assez dogmatique, surtout dans mon parcours scolaire, et que j'ai vraiment réappris à connaître sous divers angles justement à travers ces propos, à travers mes lectures. Et c'est justement ce que j'ai cherché aussi à publier dans Atlas. Mais tout ça, ça se trouve également dans le cinéma. Donc, par exemple, 12 Angry Men de Lumet est un exemple parfait également de ça. Donc, bon, là, il se trouve que c'est un architecte, mais ça en soi, ça pourrait être toute autre profession. Mais il y a aussi cette question de rhétorique qui est très forte dans notre métier, qui d'ailleurs pour moi représente à peu près à 95% de ce que je fais. C'est ça, c'est de la rhétorique. C'est vraiment d'être capable de convaincre des clients de choses qui leur sont souvent un peu lointaines. Et je trouve que ce film-là justement a ce mérite justement de prendre du temps, de mettre à huis clos des gens et de pouvoir vraiment prendre le temps d'épanouir des idées, des discussions, tout ça de manière plus ou moins sereine, hein, en fonction des personnages. Mais en tout cas, la figure de l'architecte représente lui vraiment quelqu'un de posé, de calme, qui est capable justement à travers une sémantique assez précise de convaincre les gens autour de lui. Ce qui revient du coup donc au nom de la conférence que j'ai repris de Paul Valéry, qui était en fait un recueil de textes. Et ce livre, en fait, j'y suis arrivé assez tôt, et ça a vraiment été un livre pour lequel je suis un grand admirateur de Paul Valéry, mais celui-là a vraiment eu un impact parce que il a quand même le mérite d'être assez abordable déjà au début. C'est écrit de manière très simple, donc on peut facilement le lire sans vraiment être déjà initié à une littérature plus complexe. Et du coup, il a le mérite aussi de voir de plein de petites citations comme ça sur différents sujets, dont celle-ci, qui dit que justement l'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution et les rend nations amerbes, superbes, insupportables et vaines. Et il dit ensuite, il faut rappeler aux nations croissantes qu'il n'y a point d'arbre dans la nature qui, placé dans les meilleures conditions de lumière, de sol et de terrain, puisse grandir et s'élargir indéfiniment. Et quand j'ai lu ça, j'ai eu absolument une révélation, absolument, voilà. C'était phénoménal de pouvoir résumer avec aussi peu de mots en fait quelque chose de si juste. C'était assez beau, voilà. Parce que en tant qu'architecte, on nous forme un peu en tout cas à voir l'architecture comme un élément qui transcende l'histoire. Vraiment il y a vraiment ce côté, oui, vraiment démiurge, vraiment qui est assez fascinant, et de pouvoir en fait se dire que tout ça n'est que peu conséquent vis-à-vis de toute l'histoire de l'humanité, c'est vraiment assez rassurant, quoi. Et puis ça porte également du coup à cette question du monde fini, qui est du coup aussi une question assez récurrente sur Atlas. C'est des thématiques sur le fait que finalement, comme notre existence, il se peut aussi également que ce monde ait une fin. Voilà. C'est pas quelque chose de forcément joyeux à appréhender, mais en tout cas, j'en suis persuadé que c'est quelque chose, en tout cas un sujet de société qu'il faudrait d'un moment à un autre qu'on en discute. Et que justement, qui est très bien représenté dans ce Truman Show, de manière où justement il arrive lui à la fin de son monde, et justement de savoir ce qui se passe une fois qu'on touche en fait la fin de ce décor. Ce qui est en fait fortement lié aussi à la thématique de l'Anthropocène, qui nous assomme un peu au quotidien aujourd'hui. C'est vraiment une thématique qui revient un peu partout. C'est une question en fait que la plupart des gens se posent, mais qui se posaient déjà avant, mais de manière un peu plus universelle aujourd'hui.
Et ça me fait aussi penser du coup à une citation, donc un entretien qu'a eu Jacques Tati avec le Claude Jean-Philippe. J'imagine du coup que vous êtes tous assez familiers avec son travail cinématographique, mais c'est aussi quelqu'un de très intelligent, comme vous pouvez s'en douter grâce à ses œuvres. Mais il disait justement que j'ai l'impression qu'on vit quand même mieux en observant. Je crois qu'aujourd'hui les gens n'ont plus le temps d'observer. Avant de faire Playtime, je me suis placé sur un pont de l'autoroute et j'ai vu les gens partir le dimanche en détente. Je suis resté 2 heures sur ce pont. Les voitures n'ont pas arrêté de défiler et je n'ai pas vu un monsieur ou une famille sourire à l'intérieur de la voiture. Où est la détente? C'est grave. Si c'est pour voir un pare-choc, les gens n'ont plus le temps d'observer. Et ça, je trouve que c'est représentatif d'une manière absolue de notre génération, en tout cas de ma génération en particulier, qui est vraiment assiégée de partout par une question de vitesse, en fait, qui est aussi un sujet philosophique qui est assez présent dans la plupart des discours aujourd'hui, mais qui s'approche aussi très fortement de la génération EasyJet, donc qui est ma génération, qui a une envie, en fait, qui de par le fait qu'il y a peu de sens, ou en tout cas dans notre environnement immédiat, on essaye d'aller chercher ailleurs. Et c'est vrai que le voyage peut apporter des réponses qui sont très soudaines, mais qui ne sont du coup pour le coup pas pérennes, qui vont pas durer dans une période un peu plus longue, quoi. Et c'est vraiment ça aussi qu'Atlas s'est cherché à faire, c'est de pouvoir observer, de prendre le temps de freiner et de pouvoir voir si déjà au niveau local et déjà sur notre territoire qu'on exerce au quotidien, il y avait déjà un potentiel à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis ces images que je trouve absolument magnifiques, donc, du coup du rythme de pas face à celle de l'autoroute. Voilà, cette dichotomie assez forte, mais qui finalement nous paraît... moi je sais que quand je suis sur l'autoroute, le rapport que j'ai au paysage est un sorte en fait, de flou continu. La notion de vitesse en fait floue le territoire et c'est vraiment ça qui peut en effet, de manière inconsciente, régler en fait la manière dont on voit aussi également d'autres sujets tels que le rapport humain, le rapport aussi à la politique et tous ces sujets qu'on exerce au quotidien. Idem ici, voilà. Donc ça aussi c'était le génie de Tati, c'était d'être capable de résumer des situations absolument absurdes avec un génie, voilà. Je vous conseille aussi également ce film qui est imprononçable, donc je ne vais pas tenter à le faire, mais qui est aussi donc un film américain qui est aussi magnifique, justement où il y a donc du coup c'est que vraiment une bande sonore sur un enchaînement d'images. Et qui retrace justement la folie humaine en plus aux États-Unis. Donc c'est poussé au paroxysme, ça a le mérite en fait d'être très parlant sur la folie qu'on a pu créer en tant que race humaine. Et puis ça me mène également du coup à cette question de la technologie, qui est du coup un autre sujet que j'essaie désormais d'aborder sur Atlas. Et du coup, qui traite un peu en fait aussi au rapport qu'on a aujourd'hui avec ces figures qui, pour moi, j'ai l'impression, ont remplacé en fait ce qu'on pouvait avoir comme figure avant. On avait initialement du coup ces rois, une forme de royauté qui nous gouvernait. Puis on est passé du coup à un système politique avec une bureaucratie qui eux aussi du coup avait une forme de gouvernement qui avait du coup échangé ça, donc une bourgeoisie qui aurait remplacé du coup un système aristocratique. Et on est arrivé aujourd'hui du coup à une autre forme d'aristocratie qui est le technocratique, avec des gens vraiment qui ont le PIB d'un pays entier en termes de moyens. Et ces gens-là sont vraiment mis sur un piédestal comme les sauveurs de l'humanité, comme quoi la technologie viendrait nous apporter toutes les réponses à nos questionnements. Et je vous conseille justement de regarder ce documentaire de Werner Herzog, qui, en dehors de celui-ci, a fait de très beaux documentaires. Mais celui-ci est intéressant parce que justement, il y a un moment, il a un entretien avec Elon Musk, donc, du coup, qui est directement sur la photo. Et Elon Musk, du coup, qui parmi tant d'autres, comme Jeff Bezos ou tous ces titans de l'industrie, ont une volonté justement de quitter cette terre afin de trouver quelque chose de mieux, une sorte de tabula rasa, une sorte de ex nihilo total sur Mars. Et en fait, ce qu'on réalise, et ce qui est très fort dans cet entretien, c'est que Elon Musk en fait, est criblé d'un doute, ou en tout cas, dans cette période, là, vous voyez justement où il met sa main, on lui pose une question vraiment très simple sur son rapport avec l'humain. Et on voit en fait que ces gens-là en fait, ont un problème en fait, absolument binaire avec le rapport qu'ils ont avec leur territoire. Et c'est fascinant en fait, de voir que c'est ces gens-là qui nous guident vers le futur, en tout cas le futur qu'on nous dit et l'avenir. Donc voilà, donc l'idée aussi c'était de prendre un peu de recul sur cette technologie et aussi de réfléchir à quel point vraiment elle va vraiment nous permettre de nous sauver, quoi. Moi j'en suis pas forcément convaincu,
Mais après, c'est une discussion qu'on peut avoir. En même temps, je sais que Internet a permis quand même en tout cas pour moi, vivant dans un milieu rural, j'utilise énormément pour m'éduquer. Mais toute la question, c'est toujours une question en fait de jamais tomber dans des extrêmes et de pouvoir le prendre quand il est utile et puis de l'enlever quand il n'est pas. On parlait là récemment aussi à la Silicon Valley, on a cette tendance qui est du solutionnisme, où en fait on crée des applications qui ne servent à rien, en fait qui résout des problèmes qu'on n'en a pas vraiment besoin. Et je trouve que ça devient de plus en plus courant en fait dans notre vie aussi au quotidien. Et tout ça, du coup, fait penser à une très belle citation de Bernanos, qui avait écrit un texte, donc la France contre les robots en 1947. Donc ça date un peu. Il disait déjà que le danger n'est pas dans les machines, sinon nous devrions faire ce rêve absurde de les détruire par la force, à la manière des iconoclastes, qui en brisant les images se flattaient d'anéantir aussi les croyances. Le danger n'est pas dans la multiplication des machines, mais dans le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués, dès leur enfance, à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. Et je pense que c'est exactement ça le souci, c'est qu'on aborde dans une génération avec des enfants qui, depuis le plus jeune âge, en fait, ne connaissent que le bonheur ou le désir, en tout cas ce que le désir peut apporter à travers une machine. Et moi, j'ai vraiment vécu le cap où je suis né en 89, où il y avait encore autre chose. Et que Internet n'était pas omniprésente dans ce que je faisais, dans les rapports que j'avais, en tout cas quand j'étais enfant. Et je pense qu'on approche encore un élément qu'en tant que société qu'on n'a pas totalement, en fait, on ne sait pas exactement les conséquences que vont avoir ces effets sur la génération qui va suivre. Même si, alors justement, il y a quand même, donc il y a eu quand même, je ne sais plus quand la première saison est arrivée de Black Mirror, mais je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était une série du coup anglaise qui a vraiment pris ces questions de la technologie, de rapport qu'on a nous en tant qu'être humain au quotidien avec ces objets. Et en fait, le Black Mirror, c'est très simple. En fait, c'est votre portable. C'est le reflet en fait que vous voyez. En fait, c'est un miroir noir. Voilà. Et donc, il y a un épisode dans la saison 3 qui s'appelle Nosedive, qui est aujourd'hui une réalité, en tout cas dans une portion de canton chinois, où en fait, on vous note. C'est-à-dire que sur les interactions que vous avez au quotidien, après que j'ai parlé et discuté avec vous, je vais vous donner une note. C'est un peu comme du Uber exacerbé à l'ensemble des relations humaines. Et donc, du coup, en 2016, ça peut doucement nous faire rire, mais c'est vrai que c'est déjà réalisable dans certains endroits en Chine, et il se pourrait que dans un futur plus ou moins proche, ça soit le cas pour nous. Et du coup, c'est des questions malheureusement qui nous dépassent un peu parce que on est non seulement en tant que société, on n'est pas inclus dans ces débats-là, mais il n'y a pas une volonté politique aussi de nous inclure dedans. Ce qui est particulièrement contraignant pour nous, parce que du coup, on est toujours dans une situation où on subit ces éléments-là et on n'a pas le temps d'y réagir. Et tout ça s'inclut du coup également à l'architecture. Donc je souhaite, vous allez voir si vous regardez sur le site, moi je publie maintenant, j'avais commencé au début, j'ai également pas mal évolué ma ligne philosophique sur l'architecture. Je publie de plus en plus en fait d'architecture du coup rurale, dans un sens où j'ai un peu de peine à digérer en fait l'architecture moderne, postmoderne et puis largement aussi contemporaine. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien ce petit dessin là d'Allen Dunn, où justement, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais du coup, il y a les clients qui sont devant l'architecte et qui lui demandent est-ce que je suis obligé de vivre dans un statement, donc c'est-à-dire dans une vision en quelque sorte. Est-ce que je ne pourrais pas juste avoir une maison? Et c'est exactement ça, je pense, en tout cas, un des problèmes, en fait, en tout cas dans ma profession que je trouve hallucinante aujourd'hui, c'est que c'est ça en fait, l'éducation en tout cas qu'on reçoit en tant qu'architecte nous forme à être un peu tout le temps dans une vision, j'ai pas envie de dire artistique parce que ça serait un peu péjoratif, mais en tout cas que l'architecture n'aurait plus que comme valeur un élément, un objet plugin. François Choët en parle très bien, c'est ça en fait, on se retrouve maintenant dans des zones à bâtir où en fait chaque architecte arrive, il pose son bâtiment et il se casse. En fait, voilà, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que le reste, tout le rapport, tout le sorte d'humain qu'on pouvait avoir à construire, qu'on retrouve en fait dans l'architecture rurale, en fait, a totalement disparu. Et puis, je vais du coup clôturer cette intervention par du coup également une citation de Paul Valéry, qui est un peu longue. Je m'excuse, mais je la trouve tellement belle que je voulais mettre l'ensemble. Du coup, qui dit que l'homme moderne est l'esclave de la modernité. Il n'est point de progrès qui ne tourne à sa plus complète servitude.
le confort nous enchaîne, la liberté de la presse et les moyens trop puissants dont elle dispose nous assassinent de clameurs imprimées, nous percent de nouvelles sensations. La publicité, un des plus gros mots de ce temps, insulte nos regards, falsifie toutes les épithètes, gâte les paysages, corrompt toute qualité et toute critique, exploite l'arbre, le roc, le monument et confond sur les pages que vomissent les machines l'assassin, la victime, le héros, le centenaire du jour et l'enfant martyr. Il y a aussi la tyrannie des horaires. Tout ceci nous vise au cerveau. Il faudra bientôt construire des cloîtres rigoureusement isolés, où ni les ondes ni les feuilles n'entreront, dans lesquels l'ignorance de toute politique sera préservée et cultivée. On y méprisera la vitesse, le nombre, les effets de masse, de surprise, de contraste, de répétition, de nouveauté et de crédulité. C'est là qu'à certains jours, on ira, à travers les grilles, considérer quelques spécimens d'hommes libres. Voilà. Et je suis vraiment attaché à cette citation parce que, bon, là quelque part, c'est un peu en dehors de cette question de la cabane, parce que c'est plutôt le cloître, pour lequel j'ai particulièrement d'affinité en termes de typologie. Mais ça peut être l'abbaye également, tout ça. Il y a des très très beaux exemples, en plus en Occitanie, on est nous. Mais il y a quand même une question justement, voilà, de pouvoir retrouver, de pouvoir s'isoler et de pouvoir remettre un peu en perspective cette question de vitesse et de rapport qu'on a avec tout ce qu'on voit autour de nous. Et puis je finirai du coup sur l'image que j'avais mise pour la conférence, qui est du coup qui est incroyable parce que c'est vraiment une énigme pure. En fait, on ne connaît pas l'auteur. On est capable de la dater, donc elle date de 1590. Et en plus, donc du coup, ce que ça représente, c'est vraiment la tête d'un fou auquel, à travers, en fait, on voit le monde. Et je trouve en fait que c'est exactement ça pour nous tous en fait qu'on devrait chercher à faire en fait, de chercher à prendre énormément de recul, de se voir comme un fou, parce que finalement c'est tout ce qu'on est. On essaie tous de chercher une réponse à ce monde en fait qui est totalement absurde, qui souvent nous dépasse un peu, et d'essayer justement de pouvoir le cartographier pour y amener chacun à notre mesure du sens. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Tu as ouvert tout un autre champ de discussion qu'on n'avait pas encore abordé sur la technologie et tout ça, parce que jusqu'à là, toutes les conférences étaient réellement centrées plutôt sur le rapport à la nature, et d'un seul coup, tu remets le rapport à la culture, une culture extrêmement contemporaine qui regarde un petit peu de l'avant. Je ne sais pas si je suis déprimée ou si je suis pleine d'espoir. Je ne sais pas si on est d'ores et déjà dans ce cloître d'hommes libres, où finalement, peut-être que c'est pas mal si les grilles restent fermées. Les grilles de la cuisine, et je vais ouvrir directement en fait à l'audience pour voir s'il y a des questions. Peut-être si tu peux nous dire 2 mots sur la transition entre cette approche et ta pratique architecturale. Est-ce que tu arrives à faire le lien facilement ? Pas tout le temps. En fait, c'est un peu comme... Enfin, j'ai beau présenter ça, moi le plus important, c'est que j'ai pas envie non plus d'être pris pour quelqu'un qui donne une leçon. En fait, je suis pas là pour faire un moraliste, je suis purement là en fait pour apporter des éléments qui m'accompagnent au quotidien et de pouvoir les partager. C'est à peu près tout ce que je cherche à faire avec ce site, en sachant que je sais concrètement qu'il est pas possible de pouvoir tout faire à la liste. Enfin, vraiment, même sur toutes les lectures que je peux faire, j'arrive jamais moi à faire ça au quotidien dans ce que j'exerce. Et je m'en fais pas trop de soucis parce que je sais que c'est pas le but. Donc en tant qu'architecte au quotidien, en tout cas de ce que j'ai fait, de quitter ce que je faisais à Genève pour venir m'installer déjà en milieu rural, pour moi, ça a été déjà une étape fondamentale parce que ce que je fais au quotidien aujourd'hui apporte vraiment réellement du sens. Il y a même un statut qui est assez anecdotique, mais par exemple, comme moi, je me balade en ville, en tout cas dans mon village qui est de 800 habitants, les gens m'appellent l'architecte. Voilà. Donc ça me paraît, pour moi, quand je suis sorti à Genève, on était 300 dans une rue. Personne nous appelait architecte, on était dans un entre-nous qui était absolument débile. En fait, on était vraiment contre-architecte. Et puis là-bas, voilà, je suis vu comme l'architecte du village. Donc c'est rien que déjà cette nuance-là, ça apporte un peu plus de sens. La question, c'est une autre question, mais qui ramène un peu à la même chose, c'est la question du doute. Comment on fait pour agir quand on doute ? Je disais, c'est parce qu'on doute qu'on agit. Parce que si on n'agit pas, on se perd dans le doute. Je sais pas.
Vous êtes juste fatigué ou juste comme moi, entre le désespoir et l'espoir profond? Je sais pas trop. L'espoir profond? Je remercie, je ne connaissais pas du tout cet atlas et tout. Je vais souvent sur... est-ce que vous avez eu un modèle pour cet atlas? Parce que j'en connais plein d'autres. Enfin, c'est presque une tendance assez longue, mais comme ça, où des gens, au fond, rassemblent, collectionnent... et ensuite présentent. Alors bien évidemment, Internet, c'est formidable, parce que les cabinets de curiosité du XVIIIe siècle, forcément, il fallait se déplacer. C'était plutôt dans les milieux aristocrates. Là, il y a quelque chose de populaire, de démocratique qui est fondamental. Mais est-ce que vous avez eu des modèles pour reconstituer cet atlas? Parce que j'en connais plein d'autres un peu sur le même principe. Alors, parfois, il y a des taxonomies plus rigoureuses, ou parfois, c'est beaucoup plus orienté vers une thématique, hein, mais où ça a été une collection comme ça, on pourrait dire, vous avez dit non professionnel, d'amateur, hein, de celui qui aime, etc. Ou est-ce qu'il y a eu déjà des formes comme ça d'atlas, alors d'atlas papier ou numérique, quoi, qui vous ont inspiré Alors, papier, moi j'avais mon grand-père et mon père qui étaient des grands fans de National Geographic. Donc en fait, depuis que je suis tout petit, il y avait un peu ça qui traînait partout. Donc ils allaient même chercher des anciens, donc vraiment au début de National Geographic. Donc j'aime penser qu'il y a une part de ça qui m'apportait en tout cas du côté un peu justement d'avoir une perspective globale un peu sur ce qui se passe dans le monde. Après, pour ce qui est sur Internet, en fait, moi j'ai commencé par un diplôme en génie électrique. Avec une spécification en fait pour coder en fait des sites, donc l'HTML et puis tout langage CSS et tout ça donc j'ai commencé par ça. Et en fait, ce que j'ai vu au début, moi, dans mes études, c'est que je me concentrais surtout sur en fait, ce que j'ai fait dans mes études, enfin, pour le concret, pour apprendre à faire ça, c'était sur les bases de données, en fait, de tous les établissements publics qui voulaient, en fait, scanner toute leur bibliothèque pour les offrir, en fait, aux gens. Donc, typiquement, la BNF, tous les exemples qu'on voit avec les universités américaines aussi qui ont beaucoup fait ça. Et du coup, l'idée, en fait, venait de ça. C'est qu'en fait, on réalise pas, mais il y a une quantité de ressources qui nous sont données gratuitement en ligne qui sont prodigieuses. C'est que BNF Gallica, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment l'intégralité des documents. Vous avez des textes justement originaux, mais de l'ensemble des auteurs. Si ça vous intéresse, moi d'ailleurs, dans la section là, de tout ce qui touche à la littérature, et voilà, vous avez l'intégralité des œuvres d'Émile Zola qui sont disponibles, justement de Paul Valéry. Vous avez même des extraits de Paul Valéry, carrément des morceaux de manuscrits écrits à la main. Donc vous pouvez voir des éléments de ces portions de texte qui n'ont pas été publiés. Et c'est des choses absolument fascinantes. Donc voilà, ça vient surtout de ça en fait, de savoir que la plupart des universités et tout ça avaient ces documents accessibles, mais que les gens en fait n'étaient soit pas au courant, ne faisaient pas l'effort d'aller les voir. Comment tu choisis en fait ce que tu vas publier, ce que tu vas pas publier? Parce qu'il y a quelque chose dans les sources, j'ai l'impression que tu as des sources extrêmement variées. Donc là, tu parles de la BNF par exemple, mais dans les cartographies, dans les éléments ou dans les vues du sol, en fait, tu as des choses qui sont assez exceptionnelles et qui parlent d'un seul coup, parfois d'absurdité. Enfin, il y a quelque chose, un rapport à l'image qui est assez étonnant. C'est vrai en fait qu'on n'a pas discuté du coup de ce que j'ai présenté en fait du coup sur le papier. Mais même si encore une fois, moi, je suis très heureux d'avoir pu justement présenter ces photos, mais je trouve qu'elles ont plus de sens quand on les met parallèles en fait aussi un texte qui permet, généralement c'est toujours ce que je fais, qui permet justement de les comprendre, de mieux les digérer. Parce que c'est vrai qu'elles concentrent énormément de données. Mais en fait, ces images-là, parce que je traite également aussi il y a ces images d'événements catastrophiques en Californie, où en fait, moi, je viens assez tôt. En fait, j'étais tellement curieux de comprendre en fait où je pouvais trouver déjà la conséquence à une échelle que je pouvais comprendre, parce que moi, de voir des photos de journalistes sur un journal du Monde, je ne m'arrivais pas à comprendre en fait l'échelle de ces feux de forêt. Et du coup, assez tôt, je suis rentré en contact avec la NASA, qui travaille du coup avec aussi d'autres organismes qui sont plus ou moins publics aujourd'hui. Et ces gens-là, en fait, étaient hyper heureux, parce qu'en fait, la plupart du temps, on leur demande rien. Donc, en fait, dès que je suis rentré en contact, du coup, ils étaient curieux de savoir que leur travail aussi était mis en valeur. Et du coup, je me suis fait en fait une liste de contacts avec des organismes étatiques d'un peu partout dans le monde, qui du coup finalement me donnaient leurs données brutes, et je venais les retravailler avec du SIG, qui est du coup un système de projection pour les cartes, pour en fait voilà en faire des images
pour vraiment montrer aux gens aussi une autre perspective de ce qu'on peut voir classiquement avec un travail photographique. Ce qui est également fait également dans la section photo. Hein. Il y a également toujours une portion de photos aussi là-dedans. Mais pour te répondre, non, c'est purement anarchique. Et encore, moi, le terme anarchie n'est absolument pas péjoratif. Hein. D'ailleurs, j'ai une période un peu anarchiste aussi assez forte, mais voilà, c'est totalement anarchique dans la configuration. Il y a pas vraiment de... C'est ce que je dis d'ailleurs dans le about, c'est que les travaux peuvent dater de 1230 comme ils peuvent dater de 2019. Le plus important, c'est qu'en fait, en se répétant, il y a un sens qui commence à se construire. Voilà, qu'il y ait une narrative qui puisse guider le lecteur et qui puisse y comprendre en fait, voilà, qu'il y a un propos quand même derrière tout ça, que c'est pas vraiment qu'une histoire d'esthétique, parce qu'au début vraiment c'était la plupart des étudiants m'envoyaient leurs travaux en pensant que c'était juste une histoire de se faire publier et puis d'avoir voilà, une belle image sur quelque chose, ce qui n'est vraiment pas le but en fait du site, quoi. Mais du coup, il y a aussi probablement énormément de contradictions. Ah oui, clairement. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, j'adore ça. Parce qu'en fait, qui n'est pas plein de contradictions? C'est ça aussi, une chose que j'ai réalisée, c'est que à force, j'avais une angoisse absolument permanente à vouloir être vraiment un architecte parfait, ce qui est une absurdité, en fait. Vraiment, c'est une absurdité. En fait, on est tous plein de contradictions, et c'est ça ce qui fait également aussi le bonheur, quoi. À partir du moment où ces contradictions sont comprises et sont plus ou moins voilà, acceptées, c'est ça qui fait la beauté aussi de ce monde, hein. Je me permets de reposer. Il y a un moteur de recherche ou Oui. où le principe, c'est purement de dériver, ou est-ce qu'on peut vraiment, si on cherche quelque chose de particulier, est-ce qu'on peut accéder à l'information assez rapidement, ou au contraire, le principe, c'est plutôt l'errance, quoi, enfin, ou le zapping, enfin, ou le... Il y avait un peu de sérendipité là-dedans, Oui. parce que c'était un peu aussi, je trouve, la beauté d'une bibliothèque, surtout la Bibliothèque nationale, c'était de pouvoir se dire qu'on puisse naviguer entre les différents rayons de manière simple. Après, il y a quand même un système de recherche en fait là-haut où vous pouvez taper du coup vos mots, et en fait généralement, par exemple, si je vous montre le projet ici d'architecture, en fait vous avez en bas, vous avez toujours un système de tags, ce qui permet en fait de retracer, voilà, qui permet de retracer en fait les différents types de sujets, et vous avez toujours en fait aussi une géolocalisation, et ça c'est pour tous les projets en fait en architecture, qui permet en fait de comprendre aussi également précisément avec une vue satellite où se trouve le bâtiment, quel est son contexte. Donc voilà, l'idée c'était de faire ça en sachant que pour le moment, comme j'ai pas les moyens et le temps, il y a des choses par exemple typiquement pour le texte que j'aimerais bien faire, parce qu'aujourd'hui on a le pouvoir avec la technologie de pouvoir faire des cross-referencing sur les textes pour vraiment qu'il y ait une corrélation assez forte entre tout ce qu'on lit, et malheureusement j'ai pas encore eu le temps de mettre ça en place. Voilà. Je me demandais si tu faisais des parallèles entre tes méthodologies de collecte de données et de tri des données dans l'Atlas avec ta pratique architecturale. Oui, je fais. En fait, bon, après, ça a beaucoup évolué, hein, parce que quand j'ai commencé mes études, moi, j'avais vraiment un carnet de références qui était pratiquement toutes on va dire les stars d'architecture, quoi. Et d'ailleurs, je m'en cache absolument pas, parce que je pense que c'est un parcours qui est très important à vivre en tant qu'étudiant. C'est de réaliser d'une part que voilà, il n'y a pas juste des génies qui trouvent des références parfaites du premier coup. Moi, au début, mes références c'était Zaha Hadid, tous ces trucs-là, quoi. On pourrait dire que c'est loin d'être. Même si Zaha Hadid a fait des travaux intéressants peut-être au début de sa carrière, mais en tout cas, tout ça a une évolution, et ce que je cherche principalement aujourd'hui, en fait, se trouve dans des bouquins qui sont assez obscurs, qui sont dans... Typiquement, il y a des publications qui ont été faites sur l'architecture rurale française en 60. Je crois que c'est Berger-Lévrault qui a fait ça, qui aujourd'hui est une source pour moi de référence absolument phénoménale. Et puis voilà, donc l'idée c'est de voir en fonction de ce que je trouve. Des fois je mets de côté, des fois je publie, des fois non. Ça varie pas mal, mais en tout cas ça inspire fortement le travail au quotidien en tant qu'architecte. Une question peut-être indiscrète, ça n'a peut-être rien à voir avec le sujet, mais tu évoques l'architecture contemporaine en disant que aujourd'hui tu la comprends pas, et tu mets en avant l'architecture rurale. Donc tu pourrais pas nous en dire deux mots? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'architecture rurale pour toi est essentielle et une référence et un ressourcement, et comment tu mets en corrélation l'architecture rurale et tout ce qui te nourrit intellectuellement que tu nous as montré? Je crois qu'à la fin, en tout cas, de ce que j'ai pu décanter de mes réflexions à ce sujet, c'est que c'est une question d'auteur, en fait.
c'est qu'il y a un rapport, en fait, pour moi, il y a quelque chose de magnifique à dire que la plupart des gens qui ont bâti ces villages, en fait, même le centre ici, en fait, se sont totalement fait effacer face à l'histoire. Et ce qui nous reste, c'est quelque chose de très intelligent, de très subtil, de pérenne en plus, sans qu'il y ait un seul auteur pour représenter le projet. Bon, sans rentrer trop dans le pathos de tout ça, c'est juste que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un problème, de toute façon, de la manière dont on fait l'éducation. Ça, je suis persuadé que quelque part, il y a un problème. Mais il y a aussi un problème aussi sur les normes qui sont mises en place pour justement permettre de construire intelligemment, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une bureaucratie qui est mise en place justement au niveau contemporain qui peut en effet freiner aussi ces démarches qui n'existaient pas à l'époque de l'architecture rurale. Parce que ça, c'est clair, hein, à l'époque, quand ils construisaient, ils n'avaient pas à faire face à toutes ces normes. Du coup, le problème, il est là, c'est que l'architecture contemporaine a tendance est très égotiste, a une tendance à mettre en avant l'architecte comme figure démiurge, qui est en plus, on va dire, supporté par tout un corpus de littérature qui par des figures comme Le Corbusier, mais encore d'autres, hein, voilà, qu'on connaît tous, Aldo Floss, toutes les grandes figures du Bauhaus et tout ça, qui sont quand même très connotés, qui ont une forte histoire et qui ont tendance, même s'ils sont intéressantes, à un peu dominer le champ de réflexion sur l'architecture. Donc c'était juste ça. Pour moi, c'est cette nuance entre l'égotisme de l'architecte et puis l'anonymat de l'architecture rurale. Non, c'est juste pour prolonger ma question, parce que ce que tu évoques me renvoie au savoir-faire qui, peut-être, c'est une question, serait remis en cause avec cette approche numérique, non pas comme outil d'échange et de partage, qui aujourd'hui s'avère très très efficace, mais le fait que le savoir-faire inhérent à chaque individu doit passer par une plateforme pour savoir comment il faut faire. Et donc du coup, ce qui n'y avait pas dans l'architecture que tu décris dans tes lieux de vacances, puisque le savoir-faire était inhérent à l'échange individuel et le cerveau de chacun, et on construisait avec certainement controverses, batailles, etc., alors qu'aujourd'hui, on constate et on déplore, pas tout le temps, mais quand même assez souvent, que le savoir-faire n'est plus toujours là. Donc, est-ce que c'est un lien que vous avez fait ou je décode complètement ? Je crois que c'est une question un peu de rhizome, en fait. C'est clairement en fait, une communication. J'ai en tout cas de ce que je comprends, moi, c'est une manière aussi, c'est très occidental, je pense, d'aborder ça. Je prends toujours un peu l'exemple du Japon qui a tendance à reconstruire ses temples à peu près tous les 25 ans. Ce qui permet en fait à la génération suivante de connaître le savoir-faire, en fait, de perdurer ce savoir-faire. Du coup, j'ai l'impression que la différence ici, c'est qu'on a tendance justement à perdre ce savoir-faire. Alors, je pense que bon, il y a diverses raisons. Je ne sais pas si il se peut que la technologie soit en effet en fasse partie. Mais ce que j'aime bien justement, cette idée de rhizome au niveau du village, c'est que vraiment toutes les bâtisses étaient construites. Il y avait un moment où tout le monde s'arrêtait, justement, en tout cas dans mon village de montagne à 1800 mètres d'altitude. Il y avait un moment en hiver justement où tout le monde s'arrêtait et commençait justement à construire l'ensemble du village ensemble parce qu'ils avaient soit le temps de le faire parce que voilà, ils n'étaient pas dans le pâturage, ils n'étaient pas en train de travailler dehors. Et donc du coup, il y avait ce système d'entraide qui permettait justement de perdurer avec les générations d'en dessous le rituel de construire. Et puis, comme on le sait, il y a eu cet exode rural qui a fait que la plupart même encore aujourd'hui, hein, la plupart des gens de là où j'habite, dès qu'ils ont leur diplôme, en tout cas la baccalauréat, ils vont tout de suite à Montpellier, Toulouse. Voilà, ils ne restent pas là. Et voilà, je pense que cette perte, elle est surtout due à ça. Après, encore une fois, moi ce que j'offre sur la plateforme, et encore ça, je dis clairement, c'est un outil. Mais ce n'est pas c'est plutôt une grille de lecture en fait. C'est pas un cahier des charges. Voilà, c'est clairement pas le but. C'est pas de dire bon venez sur Atlas parce que vous allez trouver en fait la méthode absolue pour construire comme un génie. C'est absolument pas ça le but. Et d'ailleurs dans l'architecture vous allez voir il y a vraiment quand même il y a diverses options. Il y a vraiment des bâtiments. Vous voyez très bien ici par exemple les architectes Ardenne et Bombelli. Qui ont construit pas mal à côté de Cadaqués. C'est absolument pas de l'architecture rurale, mais c'est des gens, par contre, qui ont pris le temps d'avoir une réflexion sur ce que c'était de construire en Catalogne, dans un contexte précis, et qui ont réussi, du coup, à sortir des choses très intelligentes. Donc, encore une fois, il ne faut pas... encore une fois, moi, c'est toujours jamais les extrêmes. Donc, il faut vraiment prendre ça, c'est l'architecture rurale
c'est intéressant, c'est un médium en fait de réflexion, mais c'est pas pour autant qu'on va venir, je vous demande à tout le monde d'aller construire avec des pierres en moellon que vous avez trouvé dans la rivière et vraiment faire sa maison comme ça. Non, parce qu'il y a des questions climatiques, il y a des questions thermiques qui rentrent en jeu, mais vraiment l'intérêt par contre c'est de comprendre, surtout au niveau territorial et local, voilà, comment construire avec le territoire précisément, donc avec le vent, avec tous les éléments qui peuvent rentrer en jeu là-dessus, quoi. Voilà. Merci Thomas. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Alors ça, c'est une bonne question. C'est ici et maintenant. C'est une très bonne question. Je pense que encore une fois, ça a des éléments paysagers qui doivent définir ça, je pense. En tout cas, moi, de ce que j'ai l'impression, de le peu que je connaisse de la France, enfin moi, j'ai plus ou moins vécu, à la base, je suis américain, donc je viens en plus du Midwest, donc c'est un paysage qui est très différent. Mais il y a quand même, on parle toujours aujourd'hui d'une colonisation qui est très, on va dire, qui domine un peu le domaine aujourd'hui de la politique. Et en fait, on reproche tout le temps au monde occidental d'avoir toujours colonisé les autres, mais de n'avoir jamais connu la colonisation. Et en fait, les Romains ont colonisé l'Europe de manière absolument phénoménale. Et de ce que moi je remarque en tout cas dans les différents voyages que j'ai effectués en Italie, en Suisse, en France et tout ça, c'est vraiment cet impact romain sur le territoire, donc cette structure bocagère que je retrouve un peu partout dans le sud de la France, qu'on perd un peu déjà dans le nord. Pour moi, c'est ça en fait, ce monde un peu rural qui ne correspond pas vraiment non plus à la ville, mais qui structure en fait vraiment tout le sud de la France et tout ça. Voilà. Donc c'est vraiment des éléments paysagers pour moi qui représentent cette structure rurale. Merci beaucoup Thomas. J'ai envie de lancer un piège à quelqu'un que j'ai pas assez entendu du coup pendant 2 jours. Franck, tu veux bien avoir la conclusion? C'est la dernière conférence, c'est la dernière des 2 jours. Non, mais j'étais en train de penser à une question en fait. Sur la Catalogne, pour moi c'est un peu le siège du régionalisme critique. Et comment en fait il y a beaucoup d'architectes en fait, surtout dans le sud-ouest, qui ont montré des voies par rapport justement aux réinterprétations du vernaculaire dans l'architecture contemporaine. Je ne sais pas si Philippe tu es d'accord. Et en fait le regard, tout ça j'avais pas fini de formuler ma question quand j'en ai arrivé, mais et du coup c'était en fait comment quelqu'un moi je suis. Il y a des choses qui résonnent dans ma pratique, dans ce que tu dis. Et la question de l'ancrage local, en fait. Quand tu arrives sur un site comme ça, moi, je ne me sens pas légitime dans certains endroits pour pouvoir travailler parce que je ne les comprends pas, je ne les ressens pas. Ou je les sens difficilement et j'ai peur de ne pas tout voir. Ou en tout cas, ils m'interrogent. Et je ne sais pas comment, avec tout le doute qui est extrême et toute, pour moi, cette sensibilité, comment on rentre au pied du Cap Cyr voilà, quoi. C'est une question purement d'humilité. En fait, ce que j'ai compris, c'est ça. C'est qu'à chaque fois que moi j'aborde un truc, c'est une question d'humilité pure. Voilà. C'est de réaliser qu'on ne sait absolument pas tout. Moi, pour tous les projets, chaque fois que je monte à des clients, je pose des fois plus de questions qu'eux. Voilà. Donc ils sont surpris parce que. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment de. Et on parlait d'ailleurs de ça là tout à l'heure. C'est une question de tolérance aujourd'hui. C'est que tout le monde arrive avec ses propos plus ou moins définis. On est persuadé qu'il a la vérité absolue qui va lui sortir de la bouche. Et ça, c'était quelque chose que j'avais l'impression vraiment de subir quand j'étais en ville. Et puis vraiment, en tout cas dans le contexte rural où je suis, c'est tout l'inverse. C'est que je suis vraiment à l'écoute de tout ce qui m'entoure. Et la question, c'est de jamais vraiment arriver sur un site et de pouvoir croire qu'on va déjà tout résoudre. Mais l'important, c'est vraiment comprendre avec l'humilité dans laquelle approche le site, déjà ce qu'on peut faire pour améliorer, déjà d'une part, le quotidien de ces gens et surtout ne pas détruire ce qu'il y a déjà sur place. Parce qu'il est bien là le problème, en fait, de construire dans un paysage rural, c'est que l'existant est déjà tellement beau, des fois, quand ça n'a pas été dénaturé, que l'importance de ne pas dénaturer plus, c'est souvent ça bien le problème, quoi. Surtout qu'on a des... Parce que moi, j'ai des clients qui ont vraiment des budgets, on va dire, qui sont très très bas. Donc du coup, comment faire quelque chose aussi de bien avec un petit budget, c'est aussi, ça rentre aussi dans la définition de low-tech, de tout ça, pour en même temps, justement, avoir une minéralité, parce que la plupart de nos villages français sont quand même en pierre, voilà, qui persistent dans la construction, quoi. Peut-être un mot en fait que beaucoup ont employé, c'est ménager. En fait, peut-être ça. En fait, la conclusion, essayer de ménager. Ça vous va comme conclusion?
Merci en tout cas à tous.